Bien, bonjour, je vous propose de commencer. Je commence d'ailleurs en félicitant et en remerciant les héros qui ont fait l'effort ou eu la possibilité de venir à ce cours. J'étais très très inquiet du fait de la situation et de la difficulté, voire de l'impossibilité de changer les horaires de cours au Collège de France parce que les calendriers des cours et l'occupation des amphithéâtres est tellement serré que c'est à chaque fois virtuellement impossible. Donc merci d'être là. Je suis absolument désolé que la situation soit comme telle, en particulier pour la personne, le collègue qui va donner le séminaire, Simon Cochemès, je vous le présenterai tout à l'heure. Vous verrez, et surtout, s'il vous plaît, restez pour le séminaire. Vous ne serez pas déçus. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est un petit peu comme la dernière fois, pour ce qui concerne, disons, l'approche moléculaire et cellulaire des mécanismes, des processus infectieux, c'est de vous donner une espèce de perspective au fond de l'évolution des maladies infectieuses en ce début, enfin, et encore au début du XXIe siècle, et une réflexion qui est à la fois, bien entendu, issue de beaucoup de discussions avec des collègues de par le monde, mais qui est aussi un peu une réflexion personnelle sur, au fond, vous allez le voir, au-delà des maladies infectieuses, au-delà des processus infectieux eux-mêmes, ce qu'est au fond l'évolution de nous en tant qu'Homo sapiens vis-à-vis du monde microbien. Et c'est au fond ce qui soutient le titre Microbes sans frontières, un agenda pour le XXIe siècle, c'est-à-dire comment les choses semblent se profiler à l'heure actuelle en matière d'évolution de ce domaine. Donc, Microbes sans frontières, pour dire qu'en fait, le monde contemporain des maladies infectieuses est complexe et de plus en plus complexe. J'utilise à dessein le terme de mosaïque pour des raisons sur lesquelles on reviendra, bien entendu, mais qui, lorsque vous regardez la situation, peut être en gros divisée en 4 blocs qui sont bien entendu en recouvrement et en connexion. Le premier, c'est que les maladies infectieuses que j'ai appelées classiques, celles que vous connaissez, celles dont on a souvent parlé ici, sont toujours présentes et elles sont par-delà la planète, que ce soit dans nos régions ou dans les pays à bas revenus, liées à tout ce qui concerne le maintien, la persistance de l'inéquité dans l'accès à la prévention et aux soins. Et ça, on le retrouve tout autant en Europe. 17% de la population européenne vit sous le seuil de pauvreté et est donc, comme on le sait historiquement, plus sensible aux maladies infectieuses, moins susceptible d'être vaccinée et avec les conséquences que ça peut avoir. Et puis on voit aussi réémerger des maladies infectieuses qu'on connaissait déjà, un peu avec des habits nouveaux, comme le disait Charles Nicholl. Et ça, c'est le fait de phénomènes sur lesquels on va revenir, bien entendu, comme par exemple l'antibiorésistance, qui est un élément qui change considérablement le profil d'un certain nombre d'infections à l'heure actuelle. Et puis le fait que la médecine est de plus en plus, disons, agressive au bon sens du terme, c'est-à-dire s'attaque à de plus en plus de maladies avec des thérapeutiques qui sont de plus en plus performantes, mais qui sont aussi, en tout cas transitoirement, bien souvent délétères pour le système immunitaire et qui mettent les personnes sous ces traitements à risque d'infection avec des pathogènes qui sont généralement des pathogènes multirésistants, puisqu'ils sont attrapés dans des environnements hospitaliers où malheureusement ces micro-organismes sont très prévalents. Et puis il y a les maladies infectieuses émergentes au sens propre du terme, sur lesquelles on reviendra bien entendu, à la fois là rapidement pour les resituer dans leur contexte, mais aussi dans une leçon qui sera spécifiquement dédiée la semaine prochaine à l'émergence infectieuse. Et qui sont, comme je l'ai mis sur la diapositive, entre parenthèses, et on y reviendra plusieurs fois, le résultat, le fruit, si je puis dire, de l'anthropocène, c'est-à-dire qui sont pour beaucoup liés aux altérations des écosystèmes que l'homme effectue sur la planète. Et puis le quatrième élément de cette complexité, la quatrième pièce de cette mosaïque, qui est peut-être un petit peu inattendue pour certains ou certaines d'entre vous, c'est tout ce monde qui émerge
de ce qu'on appelle des épidémies post-modernes, non communicables, c'est la terminologie de l'Organisation mondiale de la santé, comme l'atopie, l'allergie en général, le diabète, l'obésité, un certain nombre de cancers, qui semblent en partie, reste à définir très précisément dans quelles limites, liées à une altération de l'interaction de Homo sapiens, de nous, avec un environnement microbien, en particulier ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire que les microbes qui habitent notre corps, et en particulier l'intestin, un environnement microbien qui souffre, comme beaucoup d'autres écosystèmes, et au fond dont les interactions avec l'hôte, avec le système immunitaire, mais avec d'autres éléments de la physiologie, n'est plus ce qu'elle était et n'est plus finalement sur un mode qui avait été réglé par la coévolution de l'homme et des microbes au fil de l'évolution sur plusieurs millénaires. Donc, encore une fois, c'est un élément de l'Anthropocène, une fois de plus, une rupture qui est liée en partie à cette évolution que l'homme a imposée sur la planète. Et ça, j'y insiste parce que, bien entendu, on sort un petit peu du contexte de maladies infectieuses, mais je pense que c'est plus intéressant d'utiliser ce type de grille. C'est-à-dire, de plus en plus, on regarde non plus les maladies infectieuses comme étant l'élément essentiel pour ce qui concerne l'homme et sa santé de situations qui peuvent exister, mais on regarde plus largement le contexte de l'interface entre l'homme et son environnement microbien, que ce soit des microbes pathogènes ou que ce soit des micro-organismes symbiotiques, dans la mesure où, collectivement, une altération de ces microbiotes peut agir, au fond, comme un agent pathogène. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en considération. Et je pense que ça permet d'introduire dans ce schéma plus global, en fait, qui regarde notre interaction avec le monde microbien, une notion importante qui est la notion de l'environnement, qui est la notion de la personnalisation ou de la précision de la médecine. Vous savez qu'au fond, nos comportements pathologiques, nos maladies, sont liés à la conjonction d'un certain nombre de facteurs, notre patrimoine génétique qui fait que certains d'entre nous sont plus ou moins sensibles à certains agents infectieux, à notre mode de vie, et puis bien entendu à l'environnement. Et il est clair que les microbes, et on y reviendra, sont à la fois directement et indirectement des senseurs, des intégrateurs et des effecteurs de changements environnementaux. Donc tout ça, c'est des notions sur lesquelles on reviendra éventuellement dans d'autres leçons ultérieurement, mais qui sont d'emblée à prendre en considération, et c'est dans ce contexte-là que je voulais mettre encore une fois ce cours cette fois-ci. Alors, je l'ai fait, je vais commencer à réfléchir à ça en début d'année, et en d'autres occasions, j'ai pu essayer de le développer de façon peut-être un petit peu humoristique dans une certaine mesure, c'est-à-dire se dire, au fond, si aujourd'hui tous les grands-pères fondateurs, il n'y a pas eu de grand-mère fondatrice malheureusement, mais ça traduisait, on en a parlé la semaine dernière, malheureusement la démographie scientifique de l'époque. Donc si les pères fondateurs de la microbiologie et des maladies infectieuses revenaient aujourd'hui, au fond, comment verraient-ils la situation? Alors, père fondateur de la microbiologie, de l'immunologie, de la vaccinologie, de l'infectiologie, tout ça c'est passionnant parce que ça a été un peu le Big Bang de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est-à-dire toutes ces quatre disciplines, au fond, se sont développées, sont apparues à partir de ce cœur fondamental de la microbiologie. Donc, comment verrait-il la situation actuelle? Comment analyserait-il, au fond, cette complexité, cette mosaïque de situations que représentent aujourd'hui les maladies infectieuses? Et je pense tout de même, sans vouloir parler pour eux, en toute modestie, qu'ils seraient très impressionnés de l'impact de ce qu'ils avaient, au fond, engagé à la fin du 19e siècle. Et au fond, je pense que la première chose qu'ils verraient, ou en tout cas qu'ils interpréteraient de façon positive, ce sont ces deux courbes. Cette première courbe à gauche, c'est la courbe de l'espérance de vie. Alors, je vais rester franco-français, j'ai pris des éléments sur lesquels on est plus familier. Cette première courbe à gauche, c'est la courbe d'évolution de l'espérance de vie de la population française
entre le XVIIIe siècle, le milieu du XVIIIe siècle et en gros aujourd'hui les années 2000. Alors ce que vous voyez, c'est que c'est un petit peu chaotique. Il y a des améliorations très tôt, beaucoup plus tôt qu'on ne pourrait le croire dans l'espérance de vie. Il y a en particulier cette augmentation de l'espérance de vie aux alentours du début du XIXe siècle, dont on pense qu'elle probablement correspond à l'application relativement généralisée de la vaccination antivariolique, qui était, vous le savez, une cause majeure de mortalité infantile en particulier, donc dans la première année de la vie. Donc ça semble faire assez rapidement augmenter l'espérance de vie, sauf que bien sûr Napoléon non seulement avait décidé d'obliger toute la grande armée et très rapidement la population française à se faire vacciner, mais bon, il a eu d'autres décisions un petit peu plus fatales dans sa carrière, et on voit assez rapidement les guerres napoléoniennes impacter bien entendu sur l'espérance de vie. Et puis les choses se stabilisent un petit peu dans le courant du XIXe siècle, et c'est en fait à partir de la fin du XIXe, début du XXe siècle, qu'on va commencer à avoir l'espérance de vie augmenter considérablement, avec bien entendu des à-coups, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais en gros, entre 1900 et les années 2000, l'espérance de vie de la population française a été multipliée par 2, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel et qu'on ne peut pas ne pas rapporter, entre autres, au progrès de la médecine dans le domaine de la prévention et du traitement des maladies infectieuses, même s'il y a bien entendu d'autres facteurs. Une courbe qui est probablement beaucoup plus fidèle à l'évaluation de l'impact de cette lutte, de cette prévention et de ce traitement des maladies infectieuses, c'est la courbe de mortalité pédiatrique. La mortalité pédiatrique, la mortalité infantile, c'est donc la mortalité dans la première année de la vie. Vous voyez qu'en 1900, la mortalité pédiatrique, elle se situe quelque part aux alentours de 150 pour 1000, et avec bien entendu un certain nombre de chaos. Là, on a une canicule en 1911. On a la grande épidémie de grippe espagnole qui touchait aussi, bien entendu, les très jeunes enfants. Et puis, peu à peu, on voit les choses s'améliorer considérablement pour arriver aujourd'hui à une mortalité infantile de l'ordre d'entre 3 et 4, ce qui est tout à fait exceptionnel et qui représente en fait une amélioration d'un facteur 40 en un siècle. Le gain sur la santé et la survie des enfants est probablement un des éléments les plus impressionnants de l'impact de la médecine moderne. Donc voilà les deux courbes que verraient tous ces pères fondateurs, et je pense qu'ils auraient à juste titre raison d'être fiers au fond, du processus qu'ils avaient engagé. Alors ils observeraient bien entendu l'impact de leur découverte sur le bien-être de la société, tout ce qui a été la mise en place des mesures d'hygiène de l'eau en particulier, qui a sans doute été un des facteurs les plus importants dans la prévention des épidémies, les égouts, les installations sanitaires, l'eau potable, l'hygiène alimentaire aussi, et puis plus récemment l'hygiène hospitalière. Au XIXe siècle, on avait plus de chances de sortir mort que vivant d'un hôpital à cause justement souvent des complications infectieuses liées à des chirurgies qui étaient parfois un petit peu aléatoires. Et puis il y a eu une succession, bien entendu, extraordinaire de découvertes dans le courant du XXe siècle en matière d'antibiotiques, en matière de vaccins, en matière de tests diagnostiques. Il y a eu, bien entendu, une implication importante et croissante de l'industrie du médicament, de l'industrie du vaccin, qui a changé, au fond, le paysage industriel. Aujourd'hui, aux États-Unis, avec les bons et les mauvais côtés que ça peut avoir, l'industrie de la santé, en termes généraux, fait plus de profits, si je puis dire, donc éventuellement d'investissement, que des secteurs comme l'aéronautique, ce qui montre l'importance de la problématique de la santé pour la société actuelle. À côté de ces choses positives en termes d'amélioration de la santé et au fond du fait que
en particulier l'aspect de la vaccination, de la prévention vaccinale et des traitements antibiotiques, ont fait que les maladies infectieuses étaient vraiment un élément important dans la vie de la société. C'était un élément dominant de la vie de la société. On vivait avec les maladies infectieuses, on vivait avec la tuberculose, on vivait ou on mourait avec la diphtérie. Tout ça, c'était des éléments de la vie quotidienne et au fond, il y avait un espèce de fatalisme que ces progrès ont cassé et ont fait finalement disparaître ces maladies infectieuses, en tout cas dans nos régions, en tant qu'élément important de la vie des communautés humaines. Mais il verrait aussi, et on y reviendra dans cette leçon et puis dans les autres, l'impact croissant de l'homme, d'Homo sapiens, sur les écosystèmes et bien entendu un certain nombre d'effets négatifs en rapport avec cette altération des écosystèmes. Et ça, c'est sans doute quelque chose que j'aimerais qu'on retienne beaucoup de ce type de présentation. Alors, qu'est-ce qu'il verrait? Bien entendu, sur des termes plus concrets, il verrait qu'on a éradiqué la variole, par exemple. Ça a été officiellement annoncé par l'OMS en 1979. On est en passe d'éliminer, voire d'éradiquer la poliomyélite, avec quelques difficultés, mais tout de même, on va très certainement y arriver. On a contrôlé, en fait, avec la vaccination, l'essentiel des maladies communicables, transmissibles des enfants. Encore une fois, pas partout sur la planète, malheureusement, mais on s'emploie à ce que ça puisse être le cas à un moment ou à un autre. Et au fond, je fais une liste qui est un petit peu à la Prévert des maladies qui sont contrôlées, voire éliminées par la vaccination en particulier. Je ne vais pas vous obliger à écouter cette litanie, mais vous voyez et vous savez de quoi il s'agit. La problématique, bien entendu, depuis une trentaine d'années, et c'est encore l'histoire de l'équité, bien entendu, c'est qu'il faut faire profiter dans les pays à bas revenus les populations de ces progrès, et c'était jusqu'à encore quelques décennies pas le cas. Il y a eu effectivement quand même des efforts internationaux très très importants, en particulier avec ces partenariats publics-privés, avec des organismes comme Gavi, par exemple, qui associent à la fois les États, qui associent des organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé, qui associent des organisations non gouvernementales, des fondations comme le Rotary pour la poliomyélite, comme la fondation Bill et Melinda Gates ou le Wellcome Trust pour le paludisme, pour la tuberculose. Tout ça, ce sont des, disons, modes de gouvernance de la santé modernes qui prennent en charge autant que faire se peut, malheureusement moins efficacement qu'on pourrait l'espérer et moins rapidement qu'on pourrait l'espérer, les populations des régions les plus défavorisées, de façon à les amener par équité au même niveau que ce que nous avons obtenu sous nos latitudes dans le courant du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Ils analyseraient aussi, parce qu'à cette époque-là, on avait déjà l'épidémiologie existait, les outils de l'épidémiologie existaient. Ils analyseraient les éléments, au fond, qui soutiennent ce succès, et en particulier pour ce qui concerne la vaccination. Ils noteraient, au fond, que le succès de cette entreprise de vaccination est lié essentiellement, en tout cas pour les enfants, pour les maladies transmissibles des enfants, à la notion de vaccination universelle. C'est-à-dire que la vaccination n'a de sens que si elle est proposée et effectuée chez l'ensemble de la population, ce qui est à la fois un objectif, mais qui est aussi une difficulté. On a vu la difficulté qu'il y a eu, par exemple, dans les années 60-70 à éradiquer la variole, à essayer de vacciner quasiment jusqu'au dernier individu sur la planète. Elle est aussi liée à une espèce de consensus, c'est-à-dire de bons rapports entre l'efficacité et le risque. C'est ce qu'on appelle l'acceptabilité de la vaccination. On en reparlera, je vous ferai une leçon sur les vaccins. Le peu de préoccupation au fond de la réponse individuelle des sujets vaccinés, parce qu'on sait que globalement, ces vaccins marchent bien.
il y a certainement des personnes qui, pour des raisons en particulier génétiques, échappent à l'effet positif de cette vaccination, l'immunogénicité étant chez eux plus faible. Mais en réalité, ce très faible pourcentage de personnes qui répondent peu au vaccin, on considère en règle générale ce qui est de l'ordre de 5%, est masqué par le fait que l'ensemble de la population est vaccinée et que chez l'immense majorité des individus, le vaccin est immunogène et protecteur. Donc, tout ça fait que, je veux dire, la vaccination a été probablement, en particulier du fait de son rapport coût-efficacité qui est extrêmement intéressant, l'intervention probablement la plus efficace au XXIe siècle en termes de prévention et donc, en gros, de contrôle de la plupart des maladies infectieuses qui étaient sujettes à cette vaccination. Alors, pourquoi cette notion de vaccination individuelle est importante? C'est l'effet de groupe en fait, qu'elle procure. C'est-à-dire que le vaccin a un intérêt individuel, la personne vaccinée est protégée, mais un intérêt collectif, c'est-à-dire que les personnes individuellement vaccinées offrent une bulle de protection aux individus éventuellement non vaccinés. Et ça, c'est montré dans la partie droite de la diapositive. Vous prenez une population d'individus non protégés, non vaccinés pour une maladie X, Y ou Z. Au sein de cette collectivité vont apparaître quelques individus qui développent la maladie, qui vont transférer le micro-organisme à ces personnes qui sont sensibles à la maladie, qui ne sont pas vaccinées. Et on voit voir rapidement la population se transformer en une population de bleu à rouge, bien entendu, liée au fait, à la transmission et au développement de la maladie. Maintenant, si vous prenez une population vaccinée, ce sont les individus en jaune, et vous mettez les mêmes ici, individus non vaccinés, mais en très faible pourcentage, c'est ce qu'on essaye d'obtenir dans une campagne vaccinale, vont s'introduire dans cette collectivité, éventuellement des personnes malades. Mais comme ces personnes malades vont au fond statistiquement rencontrer essentiellement des personnes vaccinées, la transmission ne va pas se faire, et donc cet effet au fond de groupe est lié au fait que le micro-organisme ne va plus circuler, ou on va circuler très mal, et donc le taux de reproduction qui peut être par exemple de 15 pour la rougeole, c'est-à-dire qu'un individu malade va transmettre la maladie à 15 individus jusqu'à leur sein, va tomber, va s'effondrer du fait de la protection globale de la population. Donc tout ça, c'est des notions de base qui sont importantes à considérer en vaccinologie, qui ne sont pas toujours faciles à faire, sinon comprendre, du moins admettre, mais ça montre aussi que ce paradigme de santé du XXe siècle, ça a été aussi un paradigme, disons, de générosité, c'est-à-dire d'adhésion de la population à un projet collectif de mise en place de mesures de santé efficaces et en particulier de prévention des maladies infectieuses, qui était encore une fois une des causes majeures, sinon la première cause de mortalité des enfants au début du XXe siècle, quand les vaccins n'existaient pas encore. Mais tous ces pères fondateurs qui continueraient à analyser la situation verraient quand même qu'il y a des petits craquements, des tensions dans ce modèle finalement de ce paradigme de la santé dans le domaine des maladies infectieuses du XXIe siècle. Bon, ils verraient des choses évidentes, c'est-à-dire que la population change, la population vieillit. Je vous mettais les chiffres ici. Dans nos années actuellement, on a à peu près en France 4 millions de personnes qui sont au-delà de 75 ans. Dans une dizaine d'années, on en aura le double. Donc on sait bien que notre population vieillit. On voit bien ce que ça donne en ce moment dans nos rues pour les problèmes de retraite, mais il y a des problèmes de santé qui sont majeurs. Quand vous regardez ici, en bleu sur la droite, c'est la courbe de la sensibilité, au fond, à l'infection pneumococcique, c'est-à-dire de l'incidence de l'infection pneumococcique, à pneumocoque chez les individus dans les différentes tranches d'âge. Et vous voyez qu'il y a deux pics. Il y a le pic des nourrissons, des jeunes enfants, et puis bien entendu le pic des personnes âgées.
Et au passage, la pneumonie à pneumocoque est la première complication de la grippe l'hiver, d'où la nécessité de vacciner à la fois contre la grippe et contre le pneumocoque les personnes âgées. Mais c'est un indice ici caractéristique, je dirais presque caricatural, de la grande sensibilité des personnes âgées aux maladies infectieuses et la nécessité, au fond, on parlait tout à l'heure de médecine personnalisée, de commencer à réfléchir à certains degrés de personnalisation. Clairement, par exemple, le vaccin anti-grippe à l'heure actuelle n'est pas très efficace chez les personnes au-delà de 65 ans, mettons même peut-être un petit peu plus, mais néanmoins beaucoup moins efficace que chez les jeunes adultes. Et donc il y a clairement un travail maintenant à faire sur l'amélioration des vaccins et donc développer des vaccins qui sont plus caractéristiques et plus adaptés à certaines populations, en particulier à certaines tranches d'âge qu'à d'autres tranches d'âge. Et ça, c'est quelque chose qui a un coût sociétal, qui a un coût industriel et qu'il va bien falloir admettre. Après tout, on a fait des efforts considérables pour sauver nos enfants, nos jeunes enfants contre les maladies infectieuses. Il est temps qu'on s'occupe un petit peu aussi plus sérieusement, si je puis dire, à ce niveau-là, en tout cas, de la problématique des personnes âgées et aussi sensibles que d'autres pour des raisons que vous pouvez imaginer. Donc la population change, les maladies changent, on l'a dit, encore une fois parce que la médecine elle-même change, parce qu'elle met les individus, en tout cas temporairement, par la nécessité de certains traitements, plus à risque de maladies infectieuses, le traitement des leucémies aiguës par exemple, le traitement de certains cancers, même si certaines thérapeutiques deviennent plus spécifiques sur des pathways très, très précis, on évite encore très rarement ces grandes chimiothérapies qui malheureusement transitoirement altèrent considérablement le système immunitaire. Les microbes changent. Les microbes ont une capacité absolument extraordinaire de changer, de s'adapter aux situations par modification de leur génome, par mutation ou par acquisition de gènes, en particulier par exemple de gènes de résistance. C'est-à-dire que les microbes deviennent actuellement multirésistants et ça change considérablement la façon dont on envisage le traitement des maladies infectieuses et de plus en plus dont on envisage en fait l'écologie de la problématique de la résistance, et on en reparlera parce qu'on fera une leçon sur les antibiotiques, l'écologie des micro-organismes résistants qui peut être dans le futur un angle d'attaque très en amont de ce qu'on peut essayer de faire au niveau, par exemple, d'un hôpital pour contrôler la résistance des germes qui circulent dans ces milieux à risque. La sociologie change aussi, on reparlera pour la problématique de la défiance ou de l'hésitation vis-à-vis des vaccins, mais aussi les comportements humains. On a parlé de l'anthropocène, l'homme change la planète à l'heure actuelle, on le voit bien dans beaucoup d'aspects, en particulier l'aspect du dérèglement climatique. On a en miroir ce type de sujet, on en reparlera en matière de maladies infectieuses et les conséquences que ça a sur l'émergence en particulier de certains nouveaux agents infectieux. Et puis bien entendu, les inégalités, si beaucoup de choses changent, les inégalités, elles demeurent, et on a déjà dit l'importance de la pauvreté dans l'inéquité et l'échappement à la prévention et aux soins pour ces personnes ou pour ces populations. Alors, pour prendre un exemple qui est un exemple d'actualité dont tout le monde parle, et il est bon qu'on en parle parce que malheureusement on n'en a probablement pas suffisamment parlé avant et on découvre un petit peu les choses quand il est parfois un peu trop tard, c'est celui de la multirésistance aux antibiotiques. Ça, c'est l'antibiogramme d'un Escherichia coli dans un hôpital aujourd'hui. Il est quasiment résistant à tous les antibiotiques possibles, avec heureusement de temps en temps quelques possibilités, mais néanmoins c'est devenu un élément de la vie quotidienne des microbiologistes et des infectiologues hospitaliers d'avoir à slalomer entre ces problèmes de résistance. Et l'impact est important. On considère que dans l'Union européenne, chaque année, environ 25 000 personnes décèdent du fait d'une infection liée à un micro-organisme résistant aux antibiotiques parce que justement cette résistance n'a pas permis d'utiliser un traitement optimal. On est à peu près dans les mêmes chiffres aux États-Unis et il y a 2 ans, l'OMS
qui s'est enfin emparé du sujet de l'antibiorésistance, après je ne sais pas pourquoi, des hésitations. Je pense que l'OMS est une réflexion au fond de représentants de pays divers et variés sur la planète. Et je pense qu'il a été très longtemps perçu que le problème de l'antibiorésistance, c'était essentiellement un problème de pays riches qui pouvaient se payer des antibiotiques et donc le luxe d'avoir des germes résistants. Là, malheureusement, beaucoup de pays commencent à s'apercevoir que ce n'est pas du tout le cas et que en fait, l'antibiorésistance est devenue une problématique absolument planétaire. Et en fait, ce rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui est sorti en 2017 avec les excès habituels de ce type de rapport, parce que souvent on passe du zéro à l'infini, on passe d'un excès dans la négligence à un excès dans les anticipations, considère que sur la planète, dans les années 2050, si on ne fait rien sur la résistance aux antibiotiques, la mortalité liée aux maladies infectieuses dues à des microbes résistants sera la première cause de mortalité planétaire, aux alentours de 10 millions environ par an, ce qui revient aux chiffres effrayants que pouvaient être les maladies infectieuses il y a encore une trentaine d'années, de l'ordre de 12 millions par an. Est-ce que ces chiffres sont réels? C'est très discuté. Je pense que ça a été un tout petit peu gonflé, mais néanmoins, ça permet d'alerter les autorités, d'alerter les populations, parce que sans les populations, les autorités ne peuvent pas faire grand-chose. Mais vous voyez que ça y est, on est dans le bain de cette problématique de résistance aux antibiotiques, et c'est bien entendu tant mieux dans la mesure où il était temps qu'on fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette problématique de la résistance aux antibiotiques? C'est que, et je me suis perdu un petit peu dans les diapositives, excusez-moi. Voilà, c'est que les antibiotiques sont utilisés aujourd'hui de façon totalement aberrante, et je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots, d'une manière indiscriminée. Et pour vous donner des chiffres, en fait, plus de 50% des antibiotiques qui sont utilisés sur la planète aujourd'hui ne le sont pas pour des causes d'infection humaine ou vétérinaire. Alors ils le sont pourquoi? Ils le sont parce qu'ils sont très largement utilisés, en tout cas dans certaines régions, dans l'élevage du bétail, dans les entreprises de pisciculture, où il est plus facile de vider des seaux d'antibiotiques pour que les poissons se développent correctement que de leur procurer un élevage extensif avec une oxygénation correcte et une attention particulière à la qualité de la vie des poissons. C'est au fond l'antibiotique et un petit peu la paresse des populations, et il faut absolument qu'on prenne garde à tout cela, parce que les chiffres qu'on voit sont absolument terrifiants. Chaque année, plusieurs tonnes d'antibiotiques sont libérées après ou non utilisation, au fond, dans l'environnement, et sont pour l'essentiel non dégradés, donc actifs dans les écosystèmes. Alors on est dans des chiffres relativement limités en France, par exemple, qui est de 1000 tonnes par an, mais ce qui est déjà considérable, parce que les régulations de l'Union européenne font par exemple qu'il est interdit de donner des antibiotiques pour l'élevage des animaux, sauf nécessité de maladies infectieuses vétérinaires. Donc toute cette notion que des petites doses d'antibiotiques augmentent la croissance des animaux, augmentent la quantité de viande et ainsi de suite, ça c'est terminé, mais ça existe encore beaucoup, par exemple en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les pays asiatiques, on met des antibiotiques pour que les animaux se développent plus rapidement et fournissent une masse de viande plus importante. Donc tout ça, ce sont des mauvaises habitudes qu'on a prises au fil des années, qu'il faut confronter aussi avec la nécessité, comme dans beaucoup de situations, de nourrir les populations. Et donc il y a un vrai débat ici qui est très très important, et on en est à penser que chaque année, en gros, 300 000 tonnes d'antibiotiques. 300 000 tonnes d'antibiotiques sont libérées dans la nature, non dégradées, encore une fois. Une étude de l'OMS récemment qui a montré que plus de 60% des rivières de la planète présentaient, lorsqu'on prenait l'eau et qu'on l'analysait,
une concentration non négligeable d'antibiotiques, en tout cas une concentration d'antibiotiques qui permet d'entretenir cette pression sélective en fait sur le monde microbien dans les environnements telluriques ou océaniques, qui va faire que, au fond, ces mécanismes de résistance vont être sélectionnés et vont être maintenus parce que, au fond, quand vous êtes un microbe et que vous avez des éléments, des gènes de résistance, souvent ce sont des mutations qui, au fond, perturbent un petit peu la physiologie du microbe, ou ce sont des gènes qui produisent des enzymes qui ont un coût, au fond, fonctionnel pour la bactérie, ce qu'on appelle le fitness. Donc, si ces micro-organismes sont dans un environnement libre d'antibiotiques, ils vont probablement disparaître de l'écosystème, ou en tout cas progressivement être éliminés. Alors que s'ils sont en permanence soumis à une pression sélective, même très très faible, par la présence d'antibiotiques dans ces environnements, ils vont survivre et on va maintenir cette chaîne de transmission. Donc il y a une vraie approche qui est en train de se développer à l'heure actuelle justement de ce problème écologique d'antibiorésistance qu'il est important de prendre en considération pour, au fond, comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Et tout ça est lié au fait que, encore une fois, les antibiotiques, les micro-organismes, les bactéries ont une espèce de gamme d'opportunités de devenir résistants aux antibiotiques absolument exceptionnelle, parce qu'en fait, les antibiotiques sont des molécules naturelles, pour l'essentiel en tout cas, produites par les bactéries, qui sont des éléments en fait d'échange de signaux et de compétition dans des écosystèmes complexes. Donc ça, c'est encore une fois des éléments qu'on n'avait peut-être pas pris en considération jusqu'à présent, et le résistome, ce qu'on appelle au fond l'ensemble des gènes qui sont susceptibles de donner à un micro-organisme une capacité de résistance à tel ou tel antibiotique, on arrive à des chiffres de 20 000 définis sur l'analyse globale des génomes de centaines, voire maintenant de milliers de bactéries. Et ces 20 000, ce n'est pas bien entendu, une bactérie va porter 20 000, mais ce sont des opportunités d'acquisition de ces gènes de l'extérieur, d'autres micro-organismes, d'échanges entre les espèces, on y reviendra, qui font qu'au fond, il faut là aussi avoir une espèce de vision globale de cette situation et pas rester simplement sur un microbe, une résistance et un antibiotique. C'est un effet global et souvent, d'ailleurs, la résistance à un antibiotique entraîne dans la foulée l'acquisition d'autres gènes de résistance parce qu'ils sont portés par les mêmes véhicules génétiques. Donc vous en avez plusieurs mécanismes de résistance pour le prix d'un, ce qui est assez terrifiant. Donc on rentre dans une période où je pense que nos grands ancêtres, nos pères fondateurs, auraient été quand même extrêmement perturbés par, au fond, l'observation que qui était ce qu'on avait appelé au temps de Ehrlich le magic bullet, la boulette magique ou la balle magique qui allait changer les choses, sont en train de devenir en fait des polluants environnementaux, une fois de plus bien entendu par l'effet de l'homme, par l'effet de l'extension de l'Anthropocène. Donc, qu'est-ce qu'ils nous diraient nos pères fondateurs ? Je ne suis pas sûr qu'ils nous diraient grand-chose de très original, je dirais, par rapport à ce qu'on sait déjà. Ils diraient bien entendu qu'il faut augmenter nos activités en matière de développement, d'identification de nouveaux antibiotiques, de nouvelles cibles permettant de trouver de nouveaux antibiotiques. Ils ne sauraient pas que tout ça a été fait déjà beaucoup et qu'on est vraiment à l'heure actuelle relativement en panne de découverte de nouveaux antibiotiques. On y reviendra. Et on est en panne parce qu'on a pris probablement dans les années 90, 2000 de mauvaises décisions stratégiques. Pour de bonnes raisons sans doute, parce qu'on croyait en ces nouveaux aspects de la science qui se développaient en microbiologie, en particulier les génomes microbiens. On a cru qu'on allait trouver dans les génomes la solution à la résistance aux antibiotiques. On n'a rien trouvé du tout. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas important de connaître les génomes bactériens, mais ça veut simplement dire que malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on attendait à ce niveau-là. On a beaucoup compté aussi sur ce qu'on appelle du criblage à haut débit. C'est-à-dire que les firmes pharmaceutiques ont des réserves, des banques, des librairies avec des milliers, des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de composants qu'on va tester
comme ça, un par un, sur des micro-organismes, par des systèmes robotisés, donc à haut débit, en priant que un, par chance, souvent on ne sait pas très bien pourquoi, va être efficace. Et bien ça ne marche pas, ça n'a pas marché, aux grandes dames de beaucoup de personnes qui proposaient ça comme étant l'approche ultime. Ça n'a pas marché parce que probablement ces molécules qu'on a testées, en fait, sont les poubelles de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire qu'une molécule, on la bricole, on rajoute des radicaux par-ci, par-là, on essaye de voir si on améliore ses performances dans une autre maladie, le diabète ou autre, et puis on la met de côté parce qu'elle ne marche pas. Par quel rationnel marcherait-elle sur des microbes? On ne s'est pas toujours posé la question, on a compté sur la chance, et malheureusement, la chance n'a pas été au rendez-vous. Donc il est clair qu'il faut revenir au laboratoire, et il faut mieux faire sa microbiologie, mieux comprendre certains mécanismes physiologiques et essayer de définir de nouvelles cibles. C'est facile à dire, mais de toute façon, si on ne le fait pas, il est certain qu'on ne fera pas de progrès dans ce domaine. Une autre partie qu'on a beaucoup négligée, et probablement à tort, parce que les premiers antibiotiques, en fait, sont essentiellement sortis de quelques espèces ou groupes microbiens, comme les pénicilliniums, par exemple, ou comme les actinomycètes. Et beaucoup de ces micro-organismes sont des micro-organismes du sol. Et au fond, quand on reprend ces micro-organismes, on retrouve toujours, on redécouvre les mêmes antibiotiques. On redécouvre la pénicilline, on redécouvre les macrolides, on redécouvre les tétracyclines. C'est formidable, mais malheureusement, ça ne fait pas beaucoup avancer la machine et ça ne procure pas nécessairement de nouvelles cibles pour que l'industrie puisse améliorer encore ces molécules par traitement chimique secondaire. Mais ce qu'on n'a pas réalisé tout de suite, c'est qu'en fait, on a exploré pour l'instant qu'à peine 1% de capacité des écosystèmes à nous fournir des micro-organismes susceptibles de nous proposer de nouveaux antibiotiques. Et donc, pourquoi? Parce que beaucoup sont incultivables. Maintenant, on a fait beaucoup de progrès dans ce qu'on appelle la culture omique. On peut faire pousser des micro-organismes qu'antérieurement on était incapable de faire pousser. C'était ce qu'on appelait Jerry Wright au Canada appelle la matière noire. On arrive maintenant à cultiver un fort pourcentage de ces micro-organismes qui antérieurement ne pouvaient pas l'être. Parce qu'il faut les cultiver, on ne peut pas deviner encore une fois si tel ou tel micro-organisme va produire telle ou telle substance à vertu antibiotique simplement sur la base du génome. Il faut pouvoir faire cultiver, pousser, analyser en spectrométrie de masse et autres le type de molécules. Donc il faut réexplorer la nature à la recherche de nouvelles molécules, et ce sont des objectifs exaltants d'ailleurs. C'est ce que fait par exemple Tara Océan, qui a été un programme lancé par Eric Karsenty il y a quelques années. Je vous ai peut-être entendu, pour ceux qui étaient le séminaire de Chris Boller il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, qui était venu ici, qui au fond fait une analyse, un échantillonnage des zones superficielles et mésopélagiques, c'est-à-dire à la superficie et un tout petit peu profond dans les océans, et récupère des milliers de taxa bactériens qui étaient jusqu'à présent, ou de micro-organismes jusqu'à présent inconnus, dont on espère en fait trouver un certain nombre de candidats ou de candidats à la production de molécules, on l'espère, un petit peu inattendues. Donc il y a toute une science à redéployer sur la découverte de nouveaux antibiotiques, qui est intéressante parce que, en dehors de l'aspect risque de l'antibiorésistance, ça nous oblige à revoir à la fois la physiologie microbienne au plus profond possible, et puis, encore une fois, à resituer ces micro-organismes dans des environnements et dans un contexte écologique. C'est intéressant parce que finalement, on a trouvé les polymérases résistantes à très haute température qui ont permis de développer la PCR. Ça a été fait sur un raisonnement, au fond, rationnel. C'est-à-dire d'aller dire, on va aller se mettre dans des sources d'eau très chaudes, on va cultiver des micro-organismes parce qu'on pense qu'ils auront sélectionné, pour survivre, des enzymes résistants à haute température. La question est de savoir si, pour les antibiotiques, on peut se mettre
se poser ce même genre de questions et se dire, au fond, peut-on définir les caractéristiques d'un écosystème particulier dans lequel on a plus de chances de trouver de micro-organismes produisant des antibiotiques que d'autres. Donc tout ça, je pense que ça doit commencer à imprégner la réflexion des personnes qui sont impliquées là-dedans. Et je dirais que malheureusement, malgré les vœux et les bons sentiments des uns et des autres, les choses sont quand même encore un petit peu lentes à se mettre en place. Et puis, il y a bien entendu, mais ça j'insiste toujours, il n'y a pas d'approche alternative aux antibiotiques. Il y a éventuellement des compléments, il y aura peut-être des choses qui vont permettre de les utiliser dans de meilleures conditions, qui vont peut-être permettre de passer au-delà du phénomène de résistance, mais il y a très très peu de chances qu'on puisse les remplacer. Quand vous avez une méningite à pneumocoque ou à méningocoque, il n'y a pas d'autre traitement que les antibiotiques. Sinon, vous mourrez ou vous faites vos complications neurologiques dramatiques, comme c'est le cas malheureusement dans ces infections quand elles ne sont pas traitées. Donc il n'y aura pas, dans l'état actuel des choses, d'alternative aux antibiotiques. Il ne peut y avoir que des compléments. Alors des compléments, il y en a, on peut y réfléchir, bien entendu. Il y a la possibilité des vaccins. Mais on ne va pas pouvoir faire des vaccins contre toutes les maladies, tous les microbes possibles et imaginables sur la Terre. Néanmoins, tout ce qui est pathologie nosocomiale, par exemple, ces micro-organismes résistants qui nous empoisonnent la vie dans les hôpitaux, qui sont souvent des staphylocoques ou des Escherichia coli, sont finalement relativement bien ciblés. Et donc, on peut imaginer de développer de plus en plus soit des vaccinations adaptées, soit des sérothérapies adaptées à ces micro-organismes. Et puis il y a d'autres approches qui sont peut-être un petit peu plus ambitieuses, mais n'ont pas toujours fait, au fond, leurs preuves, comme le traitement par les bactériophages, qui sont en train d'être remis en selle à l'heure actuelle, revisités, comme on dit maintenant, à l'aune de nos connaissances génétiques, moléculaires et au fond du cahier des charges qu'on peut exiger d'un bactériophage qui n'avait pas toujours été fait jusqu'à présent. Il y a toute la problématique des biofilms qui représentent une bonne cible. Vous savez que les microbes en biofilm, c'est la situation de 80% des processus infectieux, sont sinon résistants, en tout cas ce qu'on appelle réfractants aux antibiotiques, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des conditions particulières qui font qu'ils sont en dormance souvent physiologique, et donc résistant aux antibiotiques, parce que la plupart des antibiotiques ne tuent que si la bactérie est en phase de division. Donc la possibilité de disloquer, on a eu un séminaire l'année dernière de Jean-Marc Guigaud par exemple là-dessus, de disloquer la texture du biofilm et de faire que ces bactéries en biofilm se planctonisent, c'est-à-dire se mettent à recirculer librement, les rend de nouveau vulnérables aux antibiotiques et permet d'être encore une fois une approche complémentaire, mais certainement pas l'approche qui va remplacer les antibiotiques. En fait, pour faire une longue histoire courte, la seule façon de, au fond, empêcher cette épidémie d'antibiorésistance, c'est d'être beaucoup plus parcimonieux à tous les niveaux sur la planète dans l'usage des antibiotiques. Et ça, malheureusement, on n'y est pas encore, surtout pour ce qui est l'usage non justifié par des maladies infectieuses. Alors, vous aurez un séminaire par David Bicard dans le courant de ses enseignements sur des choses extrêmement sophistiquées qui combinent la génétique, les phages et l'écologie des micro-organismes résistants aux antibiotiques. Vous verrez, c'est une approche extrêmement intéressante qui vient très en amont de la résistance et qui essaierait au fond d'exciser les gènes de résistance ou les supports des gènes de résistance aux antibiotiques. On y viendra progressivement dans la mesure où, moi je pense que sincèrement qu'il n'y aura pas une solution à tout ça, que ça va être la conjonction de ces différentes approches que j'ai mentionnées qui vont finir par permettre de passer cette crise. Et cette crise, elle est à l'heure actuelle dans une dynamique telle qu'on peut imaginer perdre les antibiotiques à un moment ou à un autre, et donc un vrai recul de ce paradigme de santé publique du XXIe siècle dont on a parlé. Alors, troisième aspect de ces maladies infectieuses, c'est bien entendu les maladies infectieuses émergentes. Je vais passer rapidement parce qu'on va en entendre parler, vous en entendrez aussi sûrement parler par Simon. Donc le fait que depuis toujours, mais ça on en reparlera, les maladies infectieuses ont émergé, mais il y a eu sans doute des périodes de stabilisation
Et là, depuis une cinquantaine d'années, on a l'impression d'être de nouveau re-rentré ou rentré, encore une fois probablement du fait de la présence et de la prégnance de l'homme sur la planète, dans une phase d'émergence de nouvelles maladies infectieuses. Et bon, je cite toujours, on va finir par penser que je suis un petit peu gâteux, mais ce qui est d'ailleurs possible, mais que je cite toujours Charles Nicholl, bien entendu, qui disait qu'il y aurait toujours des maladies infectieuses, que c'était un fait fatal, sans nécessairement les bases, je dirais, fondamentales, génétiques, moléculaires, pour soutenir ses propos. Mais il avait probablement raison, non seulement probablement, mais il avait raison, puisque en 2008, et les choses pourraient se remettre un petit peu à jour, il n'y a pas eu de nouveau de grandes études là-dessus, mais un papier dans Nature avait montré que de la London School of Hygiene and Tropical Medicine avait montré que depuis les années 1940, il y avait eu environ 330, 350 nouvelles maladies infectieuses émergentes, certaines très localisées, certaines des grandes pandémies, bien entendu, comme le sida. Donc quelque chose qui traduit un nouveau rapport, une nouvelle relation de l'homme avec les agents infectieux. Donc ces travaux et les constatations quotidiennes de ces épidémies qu'on voit ces dernières décennies confirment bien entendu les intuitions de Charles Nicholl. Alors, ce qui est important à comprendre, et on en reparlera, c'est qu'au fond, ces risques de maladies infectieuses émergentes, ils sont partagés. Ils existent dans nos régions, dans nos latitudes, dans nos pays, disons, à haut revenu. Ils ont leur propre explication, en fait, par la chaîne alimentaire, par exemple. Vous vous souvenez de cette épidémie d'Escherichia coli entéro-hémorragique il y a 4 ou 5 ans, 1911, non, il y a 8 ans maintenant, en Allemagne du Nord et 2011, excusez-moi, et en France, en Espagne. Donc on est exposé à ça. Le réchauffement climatique, les migrations des populations d'insectes nous exposent à des nouvelles maladies comme la dengue, par exemple, dont on a vu quelques cas sporadiques à Nîmes en 2014-2015, lié par exemple au fait que Aedes albopictus, le moustique tigre, a au fond envahi quasiment toute la France, au fait que la reforestation, mais en même temps la fragmentation des forêts a augmenté jusqu'à le non-contrôle des populations de cervidés qui sont parasitées par des tiques, et ces tiques sont porteurs de virus. Donc on est nous-mêmes en menace, je dirais, d'émergence infectieuse, et beaucoup de travaux portent actuellement sur la veille, sur l'anticipation avec le séquençage à haut débit et profond de la présence dans des vecteurs, dans des tiques par exemple, de bactéries ou de virus qu'on pourrait voir émerger à un moment ou à un autre, et c'est mieux de le savoir un petit peu à l'avance. Dans les pays à bas revenus, vous savez comme moi quels sont les grands mécanismes de cette émergence. Peut-être on peut dire qu'une des premières raisons, c'est bien entendu la pauvreté et la nécessité pour l'homme d'intensifier son invasion, si l'on peut dire, des milieux naturels, en particulier des forêts, donc cette mise en exposition à risque de réservoirs ou de vecteurs de virus, en particulier qui vont émerger comme l'a fait le sida dans la fin des années 70. Tout ça représente en fait des situations qui facilitent cette émergence et qui sont un des éléments importants de cette émergence. Mais il y a bien entendu d'autres facteurs liés au développement urbain incontrôlé, à la pollution urbaine. Les microparticules de la combustion du bois, par exemple, et là, c'est même plus de la pollution urbaine, c'est vraiment de la pollution domestique dans certaines régions, en particulier en Afrique. C'est la première cause de pneumopathie grave de l'enfant, par exemple. Donc, et de là peuvent émerger des micro-organismes connus ou éventuellement inconnus. Et puis il y a les problématiques de systèmes de santé publique, parfois totalement déliquescents, et on a vu l'épidémie d'Ebola en 2015 en Afrique de l'Ouest.
les gouvernances qui sont finalement en échec. Et on a vu en Afrique du Sud, par exemple, la négation du rôle du VIH pendant plusieurs années par un dirigeant d'Afrique du Sud qu'on ne nommera pas. Il y a vraiment des choses qui sont, là encore, des éléments humains en relation avec ces maladies émergentes. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que ces événements d'émergence, parfois, probablement, sont survenus antérieurement, mais n'ont pas eu cet élément d'amplification qu'apporte la croissance de la population de la Terre et, comme sur cette diapositive en bas à droite, le nombre de vols aériens quotidiens qui fait qu'un virus qui émerge aujourd'hui à Hong Kong peut apparaître le lendemain à Toronto, et ça a été le cas par exemple pour le SRAS. Donc on est dans, encore une fois, une situation de risque qui est essentiellement liée encore une fois, au comportement, au mode de vie humain, et à sa mise au fond de main sur la planète. Heureusement, on voit émerger, et on en reparlera lorsque je vous parlerai vraiment plus en détail de ces processus d'émergence, de nouveaux modèles de prise en charge de ces maladies émergentes qui sont basés sur la recherche, beaucoup sur l'intelligence, et donc sur la nécessité, au fond, de lier de plus en plus la recherche fondamentale, la biologie, avec tout ce qui concerne les sciences humaines, de manière à bâtir un vrai modèle de prise en charge qui soit un modèle, par exemple, de quarantaine intelligente, et un modèle qui puisse identifier les paramètres précoces et la dynamique des épidémies. Vous en entendrez parler par Simon tout à l'heure. Donc ces choses-là changent. Mais un problème qui reste central dans ces maladies émergentes, c'est le problème du vaccin. On voit au fond les difficultés qu'il y a à contrôler le VIH à l'échelle de la planète, alors qu'on a bien entendu des outils, des traitements qui permettent de guérir les individus, ou en tout cas de les amener à une situation de rémission très prolongée, qui permettent, on le sait maintenant, de bloquer la circulation du virus. Mais ça a un coût à la fois physique, parce qu'il faut distribuer ces médicaments de façon prolongée à des individus, et ça a un coût bien entendu financier, et c'est là qu'un vaccin serait bien entendu bienvenu, dans la mesure où il a l'avantage à la fois d'être une action unique, l'acte de vaccination, et un coût bien entendu qui est considérablement plus faible que de donner un traitement quotidien à des individus pendant des années, et en ce moment pour la durée de la vie de l'individu, pour ce qui concerne le sida par exemple. On a pu dans certaines régions, dans nos régions par exemple, contrôler par exemple l'hépatite C grâce à une combinaison d'antiviraux efficaces et à des efforts effectivement de production à un coût qui permet de ramener ce rapport coût-efficacité à un niveau qui est proche peut-être de vaccins, parce qu'on voit le prix des vaccins augmenter en ce moment, donc on a l'impression qu'on est dans une période un petit peu mouvante, mais il est sûr que ça demande des acrobaties importantes sur le plan financier pour aller bien sûr implémenter ce type d'approche dans les pays à bas revenus. C'est tout le problème par exemple du traitement de l'hépatite C dans la vallée du Nil, où la maladie est extrêmement prévalente. Alors, est-ce qu'on peut faire un vaccin devant une maladie qui émerge? La réponse est oui, bien entendu, on peut faire un vaccin, mais peut-on le faire dans des délais qui permettent d'envisager de contrôler cette maladie, ou en tout cas sa progression au stade d'épidémie? La réponse est non, parce que pour trouver un nouveau vaccin, il faut quand même quelques années de recherche, sauf si c'était un schéma bien établi comme celui de la grippe qui revient chaque année. Et puis, on a tout un système de régulation avant de pouvoir mettre un vaccin sur le marché qui rendent les situations très difficiles. On en reparlera dans le cours sur l'émergence. Je pense que c'est un domaine extrêmement riche de réflexion et de nouvelles approches à l'heure actuelle. Et une partie de ces approches va bien sûr reposer sur des éléments scientifiques, et en particulier le fait qu'on peut de plus en plus rapidement maintenant identifier les antigènes vaccinants, que ce soit par ce qu'on appelle l'immunogénomique ou que ce soit par
le fait d'aller taper, entre guillemets, pour parler vulgairement, dans la mémoire immunitaire de sujets qui ont été soumis à une infection, qui en ont normalement guéri, ont développé une réponse immunitaire correcte, et d'aller chercher, en immortalisant leur lymphocyte B, par exemple, des anticorps monoclonaux qui sont séroneutralisants du processus infectieux. C'est tout le travail qu'a fait Lanzavecchia en Suisse ces dernières années et qui permettent maintenant de développer peut-être très rapidement, en quelques semaines, au moins une sérothérapie d'une pathologie infectieuse qui émerge comme étant extrêmement sévère, et peut-être à plus court terme, en tout cas, de mettre sur pied un vaccin en essayant de voir comment on peut réduire au maximum toute la partie ensuite d'enregistrement de ces nouveaux produits, qui est quand même relativement longue et difficile, mais il y a certainement des progrès à faire, et sans doute la nécessité de changer un petit peu aussi, et c'est un sujet très scabreux à envisager, la notion d'éthique qu'on peut avoir par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'en une situation donnée, qu'est-ce qui va primer? Est-ce que c'est la sécurité du produit ou est-ce que c'est l'agent mortel qui est en train de sévir? Et il ne faut pas s'interdire de réfléchir à ces sujets-là, même si les réponses ne sont pas faciles. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'évolution du champ des maladies infectieuses à proprement parler. Et puis, je voudrais, dans la dernière partie, assez rapidement, en fait, vous parler on aura l'occasion de le rementionner, des pathologies éventuellement liées à des altérations du microbiote. Alors, vous savez que le microbiote, c'est au fond l'ensemble des populations microbiennes qui habitent notre organisme, issus des animaux, avec, au fond, quand vous regardez les codes couleurs sur ces camemberts, des différences qui vous montrent au fond qu'il y a un microbiote spécifique, en gros, ou en tout cas des populations microbiennes, des taxa microbiens spécifiques de chacune des régions. Et le microbiote, au fond, le mieux assorti dans notre organisme, le plus nombreux, c'est le microbiote intestinal. Vous voyez ici l'épithélium intestinal avec le DAPI qui marque les cellules épithéliales. Et puis cette couche rouge ici, c'est par hybridation par fiche, ça vous matérialise la présence de ces microbes. On en a 100 000 milliards dans notre côlon, par exemple, ce qui est énorme. C'est 10 fois le nombre de cellules qui composent notre organisme. Et 300 fois probablement plus le nombre de gènes que nous, en tant qu'eucaryotes multicellulaires, portons. Donc, cette notion de microbiote, elle était restée parfois un petit peu confuse, mais elle s'est consolidée et surtout, elle s'est reliée assez rapidement à la possibilité d'être un déterminant de la santé et de la maladie, plus récemment, grâce, comme c'est souvent le cas en science, aux nouvelles technologies, en particulier au séquençage de nouvelles générations et à la bioinformatique. Alors, pour parler rapidement, parce que souvent on a tendance à penser que la science, je le dis souvent, est née dans le dernier numéro de Nature, c'est pas vrai pour le microbiote. Le microbiote était un concept qu'avaient déjà nos grands-pères fondateurs ou arrière-grands-pères fondateurs. Pasteur parlait déjà du rôle des microbes en dehors des pathogènes et disait même que probablement sans microbes, la vie ne pourrait pas exister. Ce n'est pas tout à fait vrai en valeur absolue, mais néanmoins, c'était une intuition importante. Donc on est là en 1885. Donc ces microbiologistes avaient vu qu'il n'y avait pas que des pathogènes dans le monde microbien et qu'il y avait une immense famille de microbes dont on ne savait pas très très bien quel pouvait être le rôle et la justification de leur présence dans certains organes. Et un chercheur comme... la même année, Theodor Escherichia, c'est son honneur qu'on a donné le nom d'Escherichia, c'était un pédiatre, parlait aussi de ces micro-organismes de l'intestin qui ne causaient pas de maladie et pensait effectivement que ces micro-organismes devaient avoir un rôle qui avait été sélectionné dans des phénomènes de digestion, par exemple, et de santé, de croissance et de développement de l'enfant, mais sans avoir véritablement de preuves de ces affirmations, mais néanmoins les intuitions étaient déjà là. Et puis Metchnikov, donc collaborateur de Pasteur,
était, lui, à partir d'un certain âge, obsédé par le phénomène du vieillissement. Il avait écrit plusieurs ouvrages et fait plusieurs travaux sur cette idée, au fond, que le vieillissement était lié à ce qu'il appelait la putréfaction intérieure, c'est-à-dire que notre microbiote intestinal dégénérait progressivement, s'enrichissait en microbes producteurs de toxines, et donc c'était ça qui assurait cette marche inéluctable vers le vieillissement, en tout cas en partie. Et c'est lui qui avait bien entendu proposé pour la première fois cette notion de probiotique en allant dans les populations en Bulgarie qui avaient beaucoup de centenaires et en notant qu'ils prenaient beaucoup de produits lactés, d'où Lactobacillus bulgaricus en particulier, et d'où l'efflorescence d'industries autour de ces micro-organismes comme fermenteurs et de produits lactés. Donc il y avait eu là aussi une intuition, à tort ou à raison, mais la réalisation de cette réalité, de cette symbiose microbienne et de la possibilité même d'intervention clinique pour essayer d'améliorer la survie des individus. Alors, Metchnikoff était sur une vision de la santé très, très branchée sur effectivement l'utilisation de certains microbes. J'ai quand même retrouvé ça, il faut le voir pour le croire. Je vous laisse le lire. Pasteur n'était pas tout à fait sur le même trip pour la santé. Ça, il faudra un jour trouver d'où viennent ces données statistiques qui permettaient à Pasteur d'affirmer que la vie humaine était de 59 ans chez un buveur d'eau et de 65 ans chez un buveur de vin. Je pense qu'il s'était un peu là aventuré sur des terrains dangereux. Mais bon, c'était l'ambiance de l'époque et vous savez que tout le monde buvait du vin et le vin était sur toutes les tables à tous les repas, enfin peut-être pas au petit déjeuner mais presque. Donc c'était juste une aparté pour dire aussi dans ces intuitions fabuleuses, là on est en 1909, qu'un chercheur américain, Arthur Kendall, avait écrit ce qu'il écrit ici, c'est-à-dire qu'en fait il a déjà anticipé ce qu'on appelle aujourd'hui la métabolomique. C'est-à-dire qu'il a déjà anticipé que sur les urines d'enfants en particulier, souvent, on pouvait retrouver certains composants métaboliques, qui étaient le reflet de la présence prédominante de certains microbes dans l'intestin de cet enfant. Donc ça, c'est des éléments déjà qui mettent la notion de microbiote au début du XXe siècle sous un angle d'ores et déjà de fonctionnalité et de possibilité d'analyse. Et puis les choses vont peu à peu progresser. Par exemple, donc, ce chercheur américain aussi qui a Washington University à Saint-Louis, qui était en fait l'école dentaire, Roseberry, va passer sa vie, c'est un peu un moine de la microbiologie, à collectionner et à enrichir la liste des micro-organismes présents sur le corps humain, en particulier dans la bouche et dans l'intestin. Et il avait écrit, au fond, en 1962, c'était un travail qui datait de 25 ans à peu près, ce très beau livre qui s'appelait Life on Man, je trouve que c'est un très joli titre, qui montre l'intérêt que portaient déjà les microbiologistes au microbiote avant que le microbiote n'ait l'estampille des grands journaux scientifiques du fait de la métagénomique et la bioinformatique. En fait, la première rupture à la suite de tout ça, ça a été l'identification ou la mise au point d'une nouvelle méthode d'identification des micro-organismes par le séquençage des gènes codants pour l'ARN16S par un microbiologiste, enfin plutôt un biologiste moléculaire américain qui s'appelle Veus, c'était en 1977. Donc une méthode qui va révolutionner la microbiologie parce qu'elle va permettre de boucher ce trou entre les micro-organismes existants dans un écosystème et le faible pourcentage de ceux qu'on pouvait cultiver, c'est-à-dire en règle générale entre 40 et 60%. Donc là, d'un seul coup, on a des signatures de séquences géniques sur cette gène codant pour l'ARN16S qui permet, en analysant les séquences des régions variables, de remettre les micro-organismes sur leur arbre phylogénique et de les identifier non pas comme des espèces, plutôt en règle générale comme des genres, mais ce qu'on appelle des OTU pour Organizational Taxonomy Unit. C'est un peu le terme aseptisé pour
dénoncer l'existence d'une entité microbienne originale au sein d'une population microbienne complexe. Et donc ce système a été très vite accaparé par nombre de microbiologistes, et parce qu'il faut lui rendre hommage, c'est Joël Doré en 1999, 99, qui, utilisant cette méthode 16S, a été le premier à donner un catalogue complet des taxa microbiens présents dans l'intestin humain. C'était donc une grande première qui a été suivie, bien entendu, d'autres, y compris par une deuxième rupture technologique à laquelle a participé d'ailleurs Joël Doré, puisqu'il était un coordinateur de cette étude avec Duško Erliš, financée par l'Union européenne, dont le premier papier a été publié en 2010, qui montrait le métagénome. C'est-à-dire que là, on ne parle plus de simplement le 16S, c'est-à-dire que l'ensemble des génomes de tous les microbes présents dans l'intestin de centaines d'individus a été séquencé, des milliards de petits reads qui sont ensuite remis en place sous forme de contigs par les outils de la bioinformatique, jusqu'à parfois reconstituer quasi complètement le génome de ces micro-organismes au sein de ces populations complexes. Et donc ça a été une deuxième révolution qui a contribué non seulement à avoir une approche, je dirais cette fois-ci taxonomique des microbes, mais aussi une approche fonctionnelle, puisque non seulement on avait un certain degré d'identification, mais aussi on avait le pool des capacités biologiques de ces micro-organismes présents dans cet écosystème. Donc ça a été vraiment des moments importants qui ont permis peu à peu de, au fond, donner corps à ce qu'était véritablement dans son intégralité la complexité, la variabilité d'individu à individu du microbiote intestinal. Alors très rapidement, ça je passe là-dessus parce que ce serait l'objet, et ça a été déjà l'objet de plusieurs cours. J'ai fait toute une série de cours il y a 3 ans sur le microbiote. Ce microbiote n'est plus à démontrer, est un acteur important dans le développement, dans la physiologie. Il agit bien entendu sur la maturation du système immunitaire, muqueux et systémique. Il agit sur les phases tardives de développement du cerveau. Il agit sur la nutrition, sur le métabolisme, à la fois en régulant l'absorption des nutriments, mais aussi en produisant lui-même des vitamines, des acides gras à chaîne légère, comme le butyrate par exemple, par fermentation, des sucres dans l'intestin. Donc, tous ces microbes, cette collectivité microbienne a une fonction biologique qui est réellement symbiotique et mutualiste, parce que les microbes y trouvent leur compte aussi de vivre dans cet environnement protégé chez l'homme. Mais dès lors, on peut commencer à réfléchir au fait que cette population microbienne puisse s'altérer et que collectivement, cette population microbienne altérée puisse devenir un espèce d'agent pathogène. Et c'est cette notion de dysbiose dont on parle de plus en plus qui va possiblement amener à des désordres tels que ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure, ces maladies postmodernes, l'allergie, l'asthme, les maladies inflammatoires de l'intestin, l'obésité, le diabète, le cancer du côlon. On va en reparler très très rapidement puisque ce sera l'occasion de resituer tout ça dans le contexte de choses qui ont déjà été traitées. Mais c'est donc au fond une nouvelle vision, et c'est pour ça que je l'ai mis en 4e item de cette mosaïque, dans la mesure où certes c'est probablement pas transmissible, communicable, mais ça agit quand même sur la santé par l'intermédiaire de microbes, donc ça reste dans cette complexité de ce que devient le domaine des maladies infectieuses. Et comme je l'ai dit au début, c'est sûrement une façon relativement intéressante de se poser la question et de regarder différemment le monde microbien. Ça pose néanmoins 2 questions qui sont qu'est-ce que c'est qu'une dysbiose? Est-ce qu'on peut définir une signature de santé ou de maladie d'une collectivité microbienne complexe, comme un microbiote intestinal par exemple? Et puis, même si elle est anormale, est-elle véritablement pathogène? Et donc ça pose bien entendu le lien de causalité, au même titre qu'à la fin du XIXe siècle, on se posait la question de savoir si le vibrion cholérique était vraiment la cause du choléra ou si le staphylocoque était bien la cause des infections cutanées et ainsi de suite. Donc il y a cette notion de causalité. Alors pourquoi est-ce qu'un microbiote peut devenir pathologique, peut devenir dysbiotique? C'est par, au fond, probablement une dysfonction d'un certain nombre des paramètres, d'un ou plusieurs paramètres qui contribuent à l'établissement de ce microbiote.
Et quand on regarde à partir de la naissance, où l'individu naît stérile et contaminé, entre guillemets, au bon sens du terme, par les microbes vaginaux et intestinaux de sa maman, sauf si c'est une césarienne, on sait que ce microbiote va maturer progressivement et que les éléments essentiels de sa maturation sont éventuellement le patrimoine génétique, mais c'est très peu probablement important. Ce qui pèse le plus lourd, ce sont le régime alimentaire et un certain nombre de facteurs environnementaux. On parlait tout à l'heure des antibiotiques, ça en serait presque une caricature, mais un certain nombre de facteurs environnementaux vont contribuer éventuellement à altérer ce microbiote. Certains états pathologiques, certaines maladies, une inflammation ou autres vont changer les choses. Donc, on a ce microbiote, mais il est dans une espèce de stabilité et de résilience du fait de sa richesse et de sa complexité, mais en même temps dans une certaine fragilité par rapport à des éléments environnementaux élargis, bien entendu, à l'alimentation. Alors, au fond, sans être vulgaire, c'est quoi une dysbiose? En règle générale, on considère que c'est probablement d'abord et avant tout une réduction de la richesse et de la diversité d'un écosystème microbien, en particulier du microbiote intestinal, mais c'est aussi l'apparition, peut-être à l'occasion de cette perte de richesse et de diversité qui diminue l'effet de barrière, qui est très très important pour ce microbiote contre des pathogènes par exemple, le développement de certain nombre de microbes qu'on ne voit pas d'habitude dans cet écosystème ou à un très très faible niveau, qu'on appelle maintenant assez couramment des pathobiontes. Mais tout ça est difficile à véritablement certifier, dans la mesure où ce n'est pas parce qu'une population microbienne est différente, c'est un phénomène général, ce sont les différents états en écologie, c'est-à-dire qu'un état d'équilibre peut remplacer un autre état d'équilibre et pas pour autant être pathogène. Donc entre détecter par les outils moléculaires, éventuellement le métaséquençage ou la métataxonomie, une altération de la diversité et de la richesse ne veut pas nécessairement dire que cette flore soit pathogène. Donc ça n'est encore que de la description et éventuellement de la corrélation avec des états pathologiques, et il est clair qu'il faut aller au-delà de ça, et on peut commencer à réfléchir à comment aller au-delà, ce d'autant que se pose aussi non seulement la question de la richesse et de la diversité, mais aussi de la position des micro-organismes. Certains micro-organismes, comme les pathobiontes, vont être plus efficaces dans leur effet pathogène s'ils sont très proches ou s'ils sont collés à la muqueuse que s'ils se promènent dans la lumière intestinale sans véritablement interagir avec l'autre. Donc il y a un aspect de 3 dimensions ici qui commence à se poser de plus en plus et qui nécessite, au plan expérimental, de développer des techniques qui permettent de finalement résoudre la structure tridimensionnelle d'une population microbienne complexe dans un écosystème donné, ce qui est passionnant mais en même temps extrêmement difficile. Alors on s'est intéressé beaucoup récemment à ces pathobiontes parce que quelque part c'est un microbe qui est dans une zone grise entre les vrais symbiontes et les pathogènes. Et c'est des microbes qui au fond, encore une fois, probablement émergent en tant que pathogènes lorsqu'ils ne sont plus contrôlés par un effet de barrière d'un microbiote normal. C'est le cas par exemple de Clostridium difficile. Quand on donne des antibiotiques, on tue le microbiote en grande partie et le Clostridium va prévaloir dans la lumière intestinale, va produire ses toxines et va donner lieu à la maladie. Et on peut le guérir en faisant du transfert fécal, c'est-à-dire en remplaçant le microbiote altéré par un microbiote normal. Donc il y a plein de choses qui sont passionnantes et ces pathobiontes, ils peuvent être soit locaux, c'est-à-dire émerger au sein d'un écosystème dans lequel ils étaient extrêmement minoritaires et d'un seul coup deviennent majoritaires et peuvent avoir un effet pathogène, mais ils peuvent être aussi venus d'autres zones de l'organisme. Et ça, c'est quelque chose, et c'est la justification du titre qui est la notion, au fond, que je mets sur la diapo suivante, de microbiote sans frontières. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus dans certaines pathologies, par exemple les maladies inflammatoires de l'intestin ou le cancer du côlon, l'apparition de micro-organismes qui sont des micro-organismes de la bouche et qui sont souvent des micro-organismes qui sont soit des commensaux, des symbiontes, soit des microbes qui sont responsables par exemple des piorées alvéolo-dentaires.
Parvimonas micra en est par exemple un exemple, mais Actinobacillus actinomycetem comitans, pour ne pas utiliser des gros mots, en est un autre. Donc voilà. Et donc toute cette notion est très évolutive et on a pas mal contribué ces dernières années dans le labo à essayer de mieux comprendre cet aspect. On l'a montré dans deux circonstances principales. La première, c'est bien sûr encore une fois dans le cancer du côlon, où on a pu, en particulier même très récemment, montrer la présence de ces micro-organismes de la bouche très spécifiquement associés aux tumeurs. Et maintenant qu'on les étudie in vitro, on s'aperçoit qu'effectivement, ils sont capables de causer, voire même chez l'animal, des états précancéreux et des modifications épigénétiques qui sont des signatures de cancer du côlon. Donc je pense qu'on a pas mal avancé, nous et d'autres, bien entendu, dans ces domaines, ce qui nous permet de regarder la physiopathologie du cancer sous un angle différent et d'expliquer un peu mieux ces maladies postmodernes dont on parlait. Et puis inversement, on a vu chez les enfants en retard de croissance en Afrique, c'est une grosse étude dont on avait parlé l'année dernière, que leur intestin grêle, la zone active, digestive en fait de l'intestin, était envahi par une pullulation de microbes de la bouche et du rhinopharynx, et qu'au fond, on est en train de montrer que ces micro-organismes perturbent considérablement l'absorption des nutriments, en particulier des lipides, et donc possiblement nous ouvre une voie de compréhension de ces, justement ce que j'ai appelé microbiotes sans frontières, c'est-à-dire que des microbes qui habituellement sont contenus dans un écosystème donné, pour une raison ou des raisons qui restent à définir, vont envahir d'autres écosystèmes et probablement y être mal tolérés et donner lieu à des états d'inflammation chronique ou à des modifications physiologiques locales qui sont tout à fait intéressantes à étudier. Alors tout ça nous amène à une réflexion qu'avait faite un immunologiste français qui s'appelle Jean-François Bach, qui a 20 ans maintenant. Ça a été publié dans New England Journal of Medicine, où il montrait ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'amélioration de l'état de santé des populations par le contrôle des maladies infectieuses, les antibiotiques, la vaccination, succédait d'un seul coup l'apparition de maladies postmodernes, que je vous ai déjà citées, encore une fois, l'allergie, l'atopie, l'asthme, le cancer du côlon, la sclérose en plaques, les maladies inflammatoires de l'intestin, tout ça, maladie de Crohn en particulier, tout ça fait partie des maladies dont l'incidence augmente quand on voit les pays passer dans une transition économique depuis bas revenu jusqu'à haut revenu. Actuellement en Asie, par exemple, en Chine, on voit toutes ces maladies exploser. Donc il y a une corrélation, mais y a-t-il véritablement une causalité? Ça va être tout le travail le pain qui est sur la planche dans les années à venir. Mais tout à l'heure, je vous parlais des antibiotiques et de l'imprégnation finalement des écosystèmes par les antibiotiques. On commence à voir effectivement, dans des populations comparées, un appauvrissement du microbiote intestinal, par exemple. Et cette très jolie étude qui a été faite en 2012, qui avait été publiée dans Nature, comparait 3 populations d'individus, en particulier des enfants, d'Amérique du Nord, des États-Unis, de Malawi et de populations amérindiennes, enfin de populations amazoniennes. Et ce que montrait très très bien cette étude qui était sur du CESES, c'est-à-dire métataxonomique, c'est qu'en gros, en moyenne, les fécès des enfants nord-américains présentaient 2 fois moins de taxa bactériens que les fécès des enfants amérindiens. Donc déjà une évidence que dans les zones exposées au fond au monde moderne, on observait une réduction de la diversité des taxa microbiens. Et au fond, j'aimerais dire qu'on parle beaucoup des risques de réduction de la biodiversité, et ils sont réels et on commence à les voir maintenant même expérimentalement à l'échelle de la végétation par exemple, ou des espèces animales en général. On est aussi rentré dans une période de risque de réduction de la biodiversité microbienne avec un certain nombre de conséquences. On essaiera d'y réfléchir dans le dernier cours que j'ai appelé un monde sans microbes, ce que pourrait être au fond caricaturalement non pas un monde sans microbes mais un monde réduit dans sa richesse microbienne, et je peux vous dire que les conséquences de tout ça, mon ami Rino Rappuoli dit souvent que l'antibiorésistance et l'agression contre les populations microbiennes de la planète est un drame aussi important que celui du réchauffement climatique.
il n'est pas impossible qu'il ait raison, et en tout cas, la combinaison des deux risque d'avoir des effets absolument dramatiques. Donc, c'est des choses dans la relation qu'on a avec les microbes que je voulais quand même souligner parce que c'est quand même important. Alors, il reste bien entendu dans tout ça la démonstration du lien de causalité entre ces observations qui sont indiscutables et la responsabilité. Et ça ne peut se faire que de deux façons, en retournant à la paillasse, en développant des modèles expérimentaux et en montrant dans des modèles cellulaires ou chez l'animal, effectivement, le rôle ou le non-rôle de certains micro-organismes ou de ces populations microbiennes. C'est bien entendu très compliqué parce qu'on n'est plus là à cultiver un staphylocoque ou un vibrio cholérique, on est là à éventuellement cultiver une population microbienne extrêmement complexe avec des centaines d'espèces différentes. Et je peux vous dire que l'échelle de complexité est différente, non seulement dans l'analyse, mais dans le fait de les cultiver et de pouvoir les transférer d'un hôte à un autre. Et puis l'autre approche qui doit être combinée à ça, c'est les études cliniques interventionnelles. C'est-à-dire si on fait une hypothèse que manque une certaine population microbienne de façon systématique et corrélée à une pathologie, il faut essayer de remplacer cette population microbienne et de voir si on améliore la situation. Et tout ça fait l'objet, à l'heure actuelle, en intégration avec les études au laboratoire expérimental de pas mal d'études. Alors, je le montre toujours parce que je pense que c'est un des plus beaux exemples de comment on peut procéder dans cette affaire. C'est ce travail du groupe de Jeff Gordon dans les années 2000, où le groupe de Jeff, en particulier Peter Turnbow, qui est un copain qui est maintenant en Californie, avait pris des souris, de la flore intestinale de souris obèses, avec une mutation OB dans le gène de la leptine. Donc ces souris sont obèses, elles ont une flore microbienne intestinale, bien entendu. Ils ont transféré cette flore microbienne intestinale de souris obèses à des souris minces, normales, et ces souris minces normales sont devenues obèses par le seul fait de la transplantation de la flore microbienne sans changement alimentaire ou quoi que ce soit. Donc ça fait partie de ces évidences expérimentales qui permettent de rétablir ou d'établir en tout cas le lien de causalité et ensuite de mieux cibler, bien entendu, les expériences qu'on va effectuer dans ce domaine. Les expériences, ça consiste par exemple à prendre des souris axéniques, germ-free, de leur transférer des fécès d'individus contrôles et d'individus malades et de voir si on reproduit chez la souris soit la maladie, ce qui est relativement rare, soit au moins des endophénotypes, c'est-à-dire des marqueurs biologiques de cette maladie. Et on voit très bien par exemple qu'avec des selles de sujets obèses, on voit rapidement l'animal développer une résistance à l'insuline, qui est un des premiers éléments qui marque l'obésité, sachant que le parcours est plus long dans ces circonstances et que parfois, malheureusement, la durée des expériences ne permet pas d'aller jusqu'au bout des choses. Et puis la souris, malheureusement, n'est pas toujours le modèle idéal. Donc il y a encore des limitations expérimentales au-delà desquelles il va falloir passer. Il y a des travaux très intéressants sur l'asthme en particulier, puisqu'il y a des modèles expérimentaux d'asthme chez la souris, où l'absence de certains micro-organismes va faciliter la survenue de l'asthme chez des souris axéniques sans germes qui ont ce système qui permet de révéler l'asthme. On sait par exemple maintenant que chez les enfants nés de césarienne, le risque de développer de l'asthme ou de l'obésité, d'ailleurs, plus tard dans l'adolescence, ou pour l'asthme c'est souvent très très tôt dans la vie, est d'environ 20 à 25%. Donc on commence à avoir toutes ces données épidémiologiques qui s'accumulent et des outils expérimentaux pour essayer de les améliorer, et bien entendu toute l'approche clinique interventionnelle de transfert de sels ou de transfert de sous-populations microbiennes. On revient au fond aux probiotiques, mais sur un mode, je dirais, rationnel ou rationalisé de traitement. Donc on a essayé, nous, au fil des années, d'avancer ces 10 dernières années, en particulier dans ce domaine, en travaillant un peu plus les mécanismes, par exemple, de résistance de ces micro-organismes, ou que ces micro-organismes procurent
contre la colonisation par des pathogènes, en particulier en utilisant Shigella, dont j'ai parlé la semaine dernière, ce qui nous amène d'ailleurs à essayer de mieux comprendre les phénomènes biologiques de surface qui surviennent dans les interactions microbes-hôtes, en particulier épithélium intestinal. On s'est aussi beaucoup intéressé en utilisant des modèles comme les organoïdes, par exemple intestinaux, à... il faudrait que je retrouve ma flèche. Voilà. Au fond, comment les microbes ou certains produits microbiens peuvent affecter la physiologie des cellules, en particulier la régénération épithéliale, en particulier la santé des cellules souches. Et on a démontré, par exemple, avec Julia Nigro dans le laboratoire, que le peptidoglycane bactérien, surtout le muramyl-dipeptide, via le récepteur NOT2, qui est très exprimé dans les cellules souches, protège les cellules souches contre le stress oxydatif, contre la cytotoxicité du stress oxydatif. Et on a un papier qui vient juste d'être accepté, là où on montre que en fait, ce que fait NOT2 induit par le muramyl-dipeptide bactérien, c'est d'induire l'autophagie et en fait de nettoyer les mitochondries productrices de radicaux superoxydes des cellules, ce qu'on appelle la mitophagie, et donc de protéger la cellule souche pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que ça favorise la régénération épithéliale, mais d'un autre côté, ça protège une cellule souche qui, normalement, aurait dû mourir et qu'on va peut-être conserver avec des lésions de l'ADN, des cassures génératrices de mutations. Et on est très passionné par ce système parce qu'on pense que dans cette zone grise entre une cellule souche qui est soumise à des très faibles concentrations de radicaux superoxydes, c'est très important pour sa physiologie, pour sa division, pour sa différenciation. Si elle en a trop, l'actif P53, elle meurt. Et dans la zone intermédiaire, on a ce choix survie avec le risque de mutation et éventuellement de cancer, qui, à mon avis, va être un lien très intéressant entre le microbiote et le tissu humain dans le contexte du développement précoce de l'enfant et éventuellement ultérieurement de l'oncogénèse. Donc vous voyez qu'au fond, c'est une espèce de microbiologie cellulaire qu'on essaye de développer un peu à l'instar de ce qu'on avait fait et que d'autres ont fait, bien entendu, avec les pathogènes, d'essayer de restituer ces échanges, ces crosstalks moléculaires à l'échelle de processus symbiotiques, ce qui est un petit peu plus difficile parce que les phénotypes ne sont pas toujours aussi clairs et lisibles. Et puis on essaye aussi, bien entendu, j'en ai déjà parlé avec l'étude Afribiota, de mieux comprendre comment le microbiote affecte la nutrition et le métabolisme, en particulier l'absorption des nutriments comme les lipides, ce qui est très important dans les étapes précoces de développement de l'enfant, puisque 70% de la ressource calorique du lait maternel, par exemple, est liée à des lipides. Alors les deux dernières diapositives, c'est pour essayer de mettre des choses un petit peu en perspective et de dire qu'au fond, l'objectif global de tout ça, c'est d'essayer d'amener du lien de causalité et de revenir un petit peu aux postulats initiaux de Corr, qui était qu'on prenait un germe pathogène d'un individu malade, on le transférait par exemple à une souris, on inocule à une souris, la souris mourait, on réextrayait, on isolait le même micro-organisme pathogène de cette souris. Et donc, par l'accumulation de ces 3 ou 4 postulats, on définissait, au fond, on caractérisait, on estampillait la propriété pathogène de ce micro-organisme. Et ça a été un peu la Bible et la grille de lecture des pathogènes, avec toutes les exceptions à la règle que vous pouvez imaginer, au fil du XXe siècle. Et là, on se retrouve au début du XXIe siècle avec un nouveau challenge, qui est d'essayer, au fond, de recoller cette grille des postulats de Corr sur une population microbienne complexe, éventuellement modifiée, altérée, réduite en diversité, en richesse, avec en plus quelques pathobiontes plus ou moins bien caractérisés. Est-ce qu'on peut faire de ça une entité homogène qui va permettre de répondre à ces différents postulats de Corr? C'est ce qu'on a appelé dans une revue récente avec Pascal Vonech dans le labo les postulats écologiques de Corr.
Est-ce qu'on va réussir à véritablement, aussi simplement que pour un staphylocoque ou autre pathogène, établir ce lien de causalité? Vous pouvez imaginer toutes les difficultés et en particulier la limitation de certains modèles comme le modèle de la souris, la nécessité d'engager là-dedans aussi des études cliniques et donc de modifier le profil de ces postulats pour adapter, et on est encore loin d'avoir des consensus là-dessus au sein de la communauté des microbiologistes et des gens intéressés dans ces nouveaux aspects du microbiote. Néanmoins, je pense qu'à terme, on pourra arriver avec un certain nombre de propositions raisonnables, mais ça montre jusqu'à quel point on est encore, je dirais, loin de l'évidence. J'ai oublié de vous dire à dessein que lorsque vous prenez les selles d'une souris mince et que vous les transférez à une souris obèse, la souris obèse ne perd pas de poids. Donc les choses sont plus compliquées qu'on pouvait l'imaginer, mais on voit des marqueurs biologiques s'altérer, ou en tout cas s'améliorer plutôt, et on voit par exemple la résistance à l'insuline diminuer. Donc il y a des éléments d'ancrage pour baser un raisonnement de causalité, mais il y a encore parfois beaucoup de difficultés, même dans le modèle expérimental, à faire la preuve du concept et la causalité. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur, disons, les nouveaux aspects de notre relation avec le monde microbien, les grands bénéfices du paradigme de santé publique du XXe siècle, les risques actuels, les menaces, on a parlé du vieillissement, de la résistance aux antibiotiques, de l'hésitation vaccinale, des maladies infectieuses émergentes par la mainmise de l'homme sur la planète. Et puis là, on se retrouve aussi avec peut-être en partie une rançon du progrès et de l'hygiène payée de la survenue de nouvelles maladies qu'on n'avait peut-être pas anticipées à juste titre d'ailleurs, et dont il faut essayer maintenant de les faire finalement rentrer dans le rang, de donner une image relativement cohérente à tout ça, et de manière à pouvoir rationaliser les approches de leur prévention et de leur traitement dans le futur. Donc vous voyez que la microbiologie, si ça peut être un des messages de cette chaire dans ces derniers mois de vie, et que la microbiologie n'est pas morte, au contraire, et elle reste une source de recherche et disons, de déterminants de santé tout à fait importante et exceptionnelle. Voilà, je vous remercie, j'étais un peu long.